Donc, on a parlé de la conscience d'éveil, conscience numéro 1. On a parlé de la conscience des perceptions, conscience numéro 2. Maintenant, on parle de la conscience de soi. Ça, c'est super important vu que c'est là-dessus qu'on travaille. Je pense donc je suis de Descartes, c'est vraiment cette notion du je, de la conscience de soi. Donc c'est le moi, c'est le je, on pourrait dire c'est ce qui forme notre ego, c'est cette conscience du moi, de je et de notre ego. En fait, conscience de soi, c'est une bulle de perception. C'est vraiment comme un objet. Conscience de soi, c'est comme une fourchette. C'est un objet, notre cerveau a une idée de ce que c'est que je, de ce que c'est que moi, de notre ego. Et cet objet, il a des limites, exactement comme une bulle. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, au-delà de la limite, ça ne fait plus partie du je, ça ne fait plus partie du soi et ça disparaît. C'est exactement la même chose qu'il y a des informations qui n'atteignent pas notre conscience. Par exemple, si on travaillait sur le tri attentionnel, on était focalisé sur la voiture, tout le changement du paysage a été capté par nos yeux, mais n'a pas atteint la conscience du moi, n'a pas atteint notre je. Donc il n'est pas rentré dans la bulle comme ça. Et on a des bulles et chacun, en fait, a sa propre bulle. Chacun a son je qui est égocentré, avec, en fait, des points de vue différents d'une situation. Donc on peut être côte à côte en train de regarder un arc-en-ciel, on ne voit pas du tout la même chose. Parce que notre cerveau interprète pas du tout l'arc-en-ciel de la même chose. Et du coup, on n'est simplement que des points de vue d'une situation. Et c'est pour ça que je vous disais dans l'introduction, méfiez-vous de tout ce que je vais vous dire, parce que ce que je vous explique là est simplement mon propre point de vue, ma propre compréhension du fonctionnement de la conscience, et ce que vous comprenez est uniquement votre propre point de vue. Il n'y a aucune vérité, ni dans mes paroles, ni dans ce que vous comprenez. La conscience de soi, elle va s'approprier en fait des concepts. Je suis mon corps. Je suis mon esprit. C'est un peu plus tricky parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'il s'arrête le corps, c'est plus facile. Je suis, ça c'est ma maison, c'est ma voiture, c'est mes enfants, c'est ma glace, c'est mon travail par exemple. Il s'approprie des concepts et ce concept, c'est ce qui crée le moi et le je. Si vous demandez à quelqu'un qui es-tu, c'est je suis médecin, je suis pédiatre, je suis hypnotiseur, je travaille au HUG. Donc on s'approprie tout un tas de concepts qui rentrent dans notre vie. Et cette conscience de soi, en fait, on a l'impression qu'on a toujours été la même chose. Quand on était des bébés, quand on était des enfants, quand on était des adolescents, quand on était des adultes, quand on était des personnes âgées, en fait, on n'a pas du tout la même conscience de soi. On a l'impression qu'on est toujours le même, mais c'est complètement faux. C'est totalement malléable, totalement en transformation. Et une façon très simple de le montrer, je vous montre FedEx. Pour ceux qui connaissent le Trix, il y a une flèche dans FedEx. Je vous laisse quelques secondes pour la chercher. Une fois que vous avez vu la flèche, à chaque fois que vous voyez le logo de FedEx, vous voyez direct la flèche. C'est rentré dans votre conscience, ça s'est imprimé dans votre conscience. Pour ceux qui ne l'ont pas trouvé, elle est ici. Tchic, 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 tchic. Une petite flèche qui est cachée. Et du coup, cette information, hop, est rentrée dans votre conscience de soi. Et vous savez qu'à chaque fois que vous voyez FedEx, vous voyez la flèche. Et quelqu'un qui ne connaît pas ça voit FedEx, il voit juste FedEx, il ne voit pas la flèche. Donc, on voit que notre conscience de soi, elle se transforme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle rentre des trucs dedans et elle sort des trucs dedans de notre bulle. Donc, notre bulle, elle change tout le temps de forme. Et ce qui est encore plus difficile, c'est qu'il n'y a pas de réalité physique dans le soi. On dit « je suis mon corps », mais en fait, notre corps change à chaque seconde. Des milliers de cellules qui meurent et des milliers de cellules qui naissent. Alors, je, c'était quoi? C'était le corps il y a une seconde quand il y avait 100 milliards et 3 cellules, ou c'était le corps d'après où il y en avait 99 000 milliards et 1200 cellules. Donc, il n'y a pas de réalité physique. Si vous demandez à quelqu'un de vous montrer physiquement où est le je, c'est pas possible. La conscience de soi, c'est une idée. C'est simplement une perception de soi, de la même manière que vous percevez un nuage, de la même manière que vous percevez un arbre. Vous percevez votre soi, votre moi, votre je. C'est un peu bizarre à comprendre,
mais c'est disons, la réalité neuroscientifique, bien qu'il n'y ait pas de vérité dans ce que je dis. Alors, la seule chose qui est vraiment certaine par rapport à la conscience de soi, c'est que je fais l'expérience d'exister. Il y a quelque chose qui fait l'expérience que tout ça existe. Et tout le reste, c'est une interprétation, c'est une probabilité. Et de nouveau, ça se teste. Vous mettez un casque de réalité virtuelle et pouf, vous rentrez dans un monde de réalité virtuelle. Vous savez que vous existez, mais vous êtes total déconnecté du monde où vous êtes physiquement et vous êtes complètement rentré dans le monde de réalité virtuelle. Donc votre conscience de soi est rentrée, elle s'est accaparée cet espace virtuel et elle a complètement perdu l'espace de réalité physique. Par contre, le jeu qui expérimente, ou en tout cas ceux qui expérimentent que vous existez, que vous êtes en train de jouer, ça reste tout du long. Et tout le reste, c'est des interprétations de nos perceptions, des probabilités. J'adore cette phrase. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et ça, c'est juste hyper puissant. Notre cerveau se met des tonnes de limites, des tonnes de croyances qui enferment notre conscience de soi, notre jeu. Je suis trop faible. Ah, moi, je suis souvent malade. Moi, je suis colérique. Moi, je suis fatigué. Ah, moi, je suis super fort pour faire ci. Ou moi, je suis nul pour faire ça. Des tonnes et des tonnes et des tonnes de barrières qui, en fait, créent notre réalité physique et mentale. Et pour ceux qui n'ont pas vu The Truman Show, c'est juste génial, c'est exactement ça. Donc, allez le voir, je ne spoil pas le film. Quand il sort avec le bateau et qu'il part à l'horizon, qu'il touche le mur, il touche la limite de sa conscience de soi, de son existence, et il découvre qu'il peut aller encore plus loin que la bulle dans laquelle il était enfermé. C'est un chouette film. Alors, au niveau de notre cerveau, il y a certains circuits qui vont participer à créer en fait cette conscience de soi. Donc, il y a énormément de recherches pour trouver quel était le neurone de la conscience de soi, le neurone de la conscience ou la zone du cerveau qui crée la conscience. On n'a pas trouvé parce que comme tout le reste du cerveau, c'est plutôt des circuits que des zones qui travaillent ensemble. Et une des parties qui participe à la conscience de soi, c'est notre circuit par défaut. Donc avec notre cortex préfrontal médial, avec notre cortex singulaire antérieur qui est devant, notre cortex singulaire postérieur avec le précuneus, gyrus angulaire, je ne sais plus exactement où il est, le lobe temporal médial qui est à l'intérieur, il est de ce côté-là, et le lobe pariétal inférieur, comme ça. Donc on a tout un réseau de circuiterie comme ça qui, dans notre cerveau, participe à créer cette idée du jeu, à créer cette perception du moi, de notre ego. De la même manière qu'on a des zones du cerveau qui permettent de voir des couleurs, des formes, d'entendre des sons, on a des zones du cerveau qui permettent de créer la perception du moi, du jeu, de notre ego. Donc ça, notre circuit par défaut, si on veut lui donner quelques caractéristiques, donc il participe à la conscience de soi, il participe aussi à la mémoire du jeu, à la mémoire de soi, et possiblement, actuellement, disons, on considère que ça pourrait être un des circuits qui est le foyer de notre ego, de notre moi. Quand il s'active, on rentre dans un état d'introspection, c'est-à-dire qu'on se déconnecte du monde, on rentre à l'intérieur dans un état de rêverie avec des pensées autour de moi. C'est vraiment la machine à penser. Genre, ah, il m'a dit ça, ah, j'aurais dû faire ça. La prochaine fois que je le vois, je lui dirai ça. Et puis la prochaine fois qu'il se passe ça, et on rentre, on rumine tous les problèmes, toutes les pensées sur moi. Mais je suis tellement comme ci, je suis tellement comme ça, et puis lui, et puis machin, puis ce qu'il m'a fait, et puis truc, et puis bidule. Donc toutes ces pensées qui tournent sans arrêt autour de notre tête, il y participe beaucoup. Il nous déconnecte complètement de l'environnement extérieur, et c'est un état de rêverie assez simple avec, dans le fond, il y a assez peu d'intégration, c'est vraiment des pensées simples, ça va pas très loin, puis elles tournent en boucle, elles tournent. Une fois que notre système de l'attention concentre le cerveau sur une tâche à faire, ou qu'il y a une information automatique qui monte et qui prend de la place dans la conscience, alors ce circuit par défaut,
il s'éteint pour laisser de la place, pour laisser de l'énergie disponible au reste du cerveau d'analyser en fait ce qui se passe avec le système de l'attention. Et c'est pour ça qu'un des gros travail dans l'hypnose et par exemple dans la méditation, et notamment la méditation pleine conscience fait ça à merveille, c'est lâcher les pensées, revenir sur la respiration, on utilise l'attention pour revenir physiquement dans notre corps et on coupe cet état de rêverie, cette déconnexion par rapport au monde et on revient dans ce qui se passe actuellement, ici, maintenant, dans mon corps. Ce circuit, par défaut, il va permettre le développement de stratégies plus complexes par rapport au moi, par rapport au je dans le futur. Et ce que les études ont aussi montré, que je n'ai pas noté ici, c'est que dans le fond, plus ce circuit par défaut il est activé et moins bien on se sent. La qualité de vie, elle est vraiment diminuée. L'impression que notre vie est bien, que notre vie est agréable, que notre vie est joyeuse, plus ce circuit par défaut il s'active et plus on rentre dans ces ruminations de boucles de pensée, plus on trouve que notre vie est un peu nulle, déprimante, triste et tout ça. Et il y a des belles études qui ont été faites par rapport à ça et qui montrent cet aspect-là. Donc c'est pas un circuit qui est très agréable et on a plutôt envie d'essayer de le déconnecter assez régulièrement. Alors qu'est-ce qui se passe si on a des lésions cérébrales dans tous ces circuits? Bon là je suis assez large dans les circuits des perceptions, dans les circuits de la conscience du soi. On peut avoir des états végétatifs. Donc un état végétatif, c'est un état où l'éveil est préservé. Donc la personne, le cerveau est réveillé, mais il n'a pas de conscience de l'environnement ou de l'environnement externe ou interne. Donc il n'y a pas de perception. C'est juste que le cerveau est réveillé, mais si on lui montre des images, il n'y a rien qui s'allume. S'il entend des sons, il n'y a rien qui s'allume. Et il n'y a pas de soi. C'est juste niveau primaire de l'éveil comme ça. Le pont arrive à gérer encore les fonctions automatiques, rythme cardiaque, respiration, donc il y a souvent besoin d'un peu moins de soins que le coma, par exemple. Et de temps en temps, il peut y avoir une ouverture des yeux spontanée, les yeux s'ouvrent ou clignent comme ça, mais sans qu'il y ait un but derrière, parce qu'il n'y a pas de conscience des perceptions, il n'y a pas de conscience de soi, c'est des mouvements réflexes, juste des yeux. Donc l'état végétatif peut être, qui est un mot un peu nul, mais qui est vieux comme ça, qui vient des végétaux. Et l'état de conscience minimal, donc là, on est un cran plus haut, il y a un petit peu plus de conscience, certains signes clairs d'un certain niveau de conscience minimal, certains niveaux de conscience de l'environnement, certains niveaux de conscience de soi. Donc c'est un tout petit peu plus haut, mais ça reste vraiment limite. Mais on commence à avoir quelques signes que les perceptions, que le soi peut être présent. Si on va un cran plus loin, on peut avoir d'autres problèmes qui est par exemple le syndrome du membre étranger. Ça, c'est quand on a une certaine déconnexion avec le système du soi. En fait, on perd la reconnaissance d'un membre. C'est hyper bizarre à expliquer, mais en fait, si par exemple on parle d'un bras, les personnes sentent leurs bras, ils sentent le toucher, ils peuvent bouger la main, ils peuvent bouger le poignet, ils peuvent bouger le bras, mais ils ont l'impression que c'est une force extérieure, que c'est un bras étranger qui bouge tout seul, alors que c'est eux qui donnent les ordres, ils savent qu'ils ressentent, mais c'est coupé du soi. Donc il y a tout leur corps et il y a le bras qui est un truc totalement étranger à eux. Et ça peut aller hyper loin. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce syndrome, qui demandent à se faire en fait amputer du membre pour vraiment le retirer et qui se sentent hyper soulagés une fois que le membre est plus là, parce qu'ils avaient vraiment l'impression d'être possédés et d'avoir une volonté externe qui faisait bouger le membre à leur visage, alors que c'est leur cerveau qui le contrôle. C'est très perturbant et pas forcément simple à comprendre. On peut avoir plein de troubles neurologiques fonctionnels dans la perturbation, comme ça, dans l'intégration des différentes informations cérébrales. Ça peut créer des paralysies, des vertiges, des anesthésies de certaines parties du corps. Ça peut créer de la cécité, donc on perd la vue, on peut perdre l'odorat, on peut perdre le goût, on peut perdre les sons. Donc vraiment, tous les fonctionnements de notre cerveau, toutes les parties de notre cerveau et leur travail d'intégration peut être perturbé par des sortes de bugs, on peut dire ça comme ça. Et du coup, ça change nos perceptions et
ce qu'on peut faire avec notre corps. On peut avoir des héminégligences, donc ça veut dire, par exemple, certaines personnes ne voient que le côté droit de leur corps. Donc le côté gauche, il pendouille comme ça, et ils peuvent bouger le côté droit de manière tout à fait consciente. Et si vous leur montrez un dessin d'une maison, ils vont dessiner que la moitié de droite de la maison, puis à gauche, il n'y aura rien, ils vont laisser blanc. Et si vous leur demandez ce qu'il y a à gauche, bah, en fait, ils ne le voient pas, ils disent bah, il n'y a rien du tout. Donc ils ont vraiment que une moitié du monde qui existe et ils n'ont pas du tout conscience de ça. Pour eux, c'est l'entièreté du monde est là, alors qu'il n'y a que la moitié. De nouveau, c'est assez bizarre à comprendre. Prosopagnosie, c'est des personnes qui reconnaissent plus les visages. Il y a eu des lésions dans les zones qui reconnaissent les visages et en fait, ils voient plus les visages, donc ils voient une sorte de flou comme ça sur les visages. Ils peuvent plus reconnaître les gens par rapport à leur visage, donc ils reconnaissent par rapport à la démarche, au ton de la voix, mais la reconnaissance des visages est perdue, n'existe plus. Achromatopsie, c'est des personnes qui ne reconnaissent pas certaines couleurs. Il y a certaines couleurs qui ont disparu. Akinésopsie, c'est aussi hyper bizarre, c'est des personnes qui voient pas le mouvement ou pas bien le mouvement. Donc si ils regardent par exemple une voiture qui passe devant eux, au lieu de voir une voiture qui passe en continu, ils la voient là, tac, après elle est là, tac, après elle est là, tac, après elle est plus loin. Donc ils voient vraiment comme les images d'un film et entre deux, des images à l'arrêt et entre deux, il se passe rien. Donc ça saute d'une image à l'autre. C'est hyper perturbant et de nouveau très bizarre. D'autres lésions cérébrales qui peuvent faire des syndromes de lock-in. Donc, c'est-à-dire que le syndrome de lock-in, on a une paralysie totale du corps, mais une conscience qui est absolument normale. La conscience est normale, la conscience de soi est normale, la conscience de l'environnement est préservée, le sommeil est normal, mais on a perdu tout le contrôle volontaire des muscles du corps à cause de lésions au niveau du pont. Selon la cause du syndrome de lock-in, on peut des fois avoir des mouvements verticaux des yeux, d'ouvrir et fermer de manière volontaire, mais des fois, il n'y a même pas ce contrôle-là. Et on a su ça parce qu'on a découvert que certains patients qu'on pensait en fait comateux étaient dans des syndromes de lock-in. Et il y a un patient notamment qui a écrit un livre en dictant les lettres, en faisant des mouvements verticaux avec les yeux comme ça, pour expliquer ce qu'il ressentait. Si vous voulez aller voir ça, dans ce bouquin, vous avez les différentes classifications. Il y en a encore d'autres que vous pouvez aller voir si vous êtes curieux.